Le dos, le muscle le plus stylé et viril du game. Très probablement l'un des muscles les moins bien compris. Le groupe musculaire du dos est en effet un peu plus complexe à traiter que les autres muscles, parce qu'il est constitué d'un ensemble de muscles ayant des fonctions communes. De mon point de vue, un dos avec un bel équilibre entre grand dorsal, grand rond, trapèze et rhomboïde et apportant suffisamment d'équilibre entre l'épaisseur et la largeur fait vraiment la différence sur un physique. C'est le muscle qui reflète le plus la puissance pour moi. Le dos argenté du mâle dominant gorille en est une belle représentation. Le dos est un groupe musculaire complexe et incompris. Accroche-toi bien, on a pas mal de choses à voir pour cette description anatomique. Mais après ça, tu ne pourras plus entraîner ton dos n'importe comment. Ce groupe musculaire est donc composé de 4 muscles, le grand dorsal, le grand rond, le trapèze et les rhomboïdes. Le grand dorsal est un muscle plat triangulaire constitué d'un ensemble de faisceaux musculaires qui vont avoir une orientation différente en fonction de leur origine. On peut découper le grand dorsal en 3 parties. La zone iliaque, avec les fibres les plus verticales qui ont pour origine le tiers postérieur de la crête iliaque. Le sacrum, les vertèbres lombaires L2 à L5 et le fascia thoracolombaire. On va ensuite retrouver la zone lombaire avec des fibres semi-verticales qui ont pour origine les vertèbres T11 à L2 et le fascia thoracolombaire. Et enfin la zone thoracique avec les fibres les plus horizontales du grand dorsal qui ont pour origine les vertèbres T7 à T11, la partie inférieure de la scapula et le fascia thoracolombaire. Ces faisceaux ont tous la même insertion sur le sillon intertuberculaire de l'humérus. Tu comprends mieux pourquoi il va y avoir des nuances d'angle de travail pour stimuler davantage telle ou telle partie du grand dorsal. Il s'attache également sur les 4 dernières côtes de la 9e à la 12e. On va ensuite retrouver le trapèze qui est également un muscle plat triangulaire constitué d'un ensemble de faisceaux musculaires avec des orientations de fibres différentes en fonction de l'origine. On retrouve donc le trapèze supérieur qui a pour origine l'os occipital et le ligament nucal jusqu'à la 7e vertèbre cervicale avec une orientation des fibres obliques en bas et en dehors. Le trapèze moyen a pour origine les vertèbres C7 à T4 et il a des fibres horizontales. Et enfin le trapèze inférieur a pour origine les vertèbres T4 à T12 avec une orientation de fibres obliques en haut et en dehors. Les 3 faisceaux du trapèze s'insèrent presque au même endroit avec des petites nuances. Le trapèze supérieur va s'insérer sur le tiers latéral de la clavicule, le trapèze moyen sur l'acromion et l'épine de la scapula et le trapèze inférieur sur l'épine de la scapula. On enchaîne avec le grand rond, plus simple à décrire. C'est un muscle épais et un peu aplati qui a pour origine l'angle inférieur de la scapula et qui s'insère au même endroit que le grand dorsal, sur le sillon intertuberculaire de l'humérus. Et on termine avec le grand et le petit rhomboïde. Le petit a pour origine les vertèbres C7 à T1 et le grand les vertèbres T2 à T5. Les deux s'insèrent sur le bord médial de la scapula mais ont une nuance dans l'orientation des fibres. Le petit a une orientation oblique en bas et le grand horizontale. Parlons maintenant un petit peu de la fonction de ces muscles. Le grand dorsal et le grand rond ont 4 fonctions communes. On va retrouver l'adduction verticale et l'abduction horizontale de l'épaule, l'extension de l'épaule, la rotation vers le bas, la dépression, l'adduction de la scapula et la rotation interne de l'épaule. Le grand dorsal a une fonction de plus, c'est la flexion latérale de la colonne vertébrale. Les rhomboïdes quant à eux vont permettre l'adduction, la rotation vers le bas, l'élévation et la stabilisation de la scapula. Pour finir, les fibres supérieures du trapèze vont permettre l'élévation et la rotation vers le haut de la scapula et l'extension et la flexion latérale du cou. Les fibres moyennes du trapèze permettront l'adduction de la scapula et les fibres inférieures du trapèze permettront la dépression et la rotation vers le haut de la scapula. Tu sais donc maintenant de quoi est composé le groupe musculaire du dos, où s'insèrent ses muscles et leurs fonctions. On va donc maintenant rapidement parler morpho-anatomie pour le dos. C'est la partie la plus complexe à te vulgariser parce qu'il existe en réalité peut-être une dizaine de morphotypes de dos, tant il y a de muscles qui composent ce groupe musculaire et de profils qui pourraient exister. Je vais néanmoins essayer de te vulgariser ça en te proposant 3 ou 4 grandes parties pour t'apporter le maximum de clés pour que tu puisses mieux choisir tes exercices en fonction de ta morphologie. Je vais déjà te parler de celui qui va être avantagé esthétiquement. Cet individu aura un tronc long, un bassin étroit, des clavicules larges, un grand dorsal long, des trapèzes longs, des rhomboïdes bien développés et un grand rond également. Bien évidemment, ces différents muscles auront un développement équilibré entre eux, ce qui permettra d'avoir un équilibre entre l'épaisseur et la largeur de son dos. En revanche, ce profil ne sera pas forcément avantagé sur les mouvements de tirage, notamment en traction, parce qu'il aura les clavicules larges, ce qui va induire beaucoup de mouvements de scapula, notamment en abaissement et en adduction, ce qui va le désavantager sur les mouvements de tirage verticaux par exemple.
exemple. Bien entendu, cela a une importance si l'individu est intéressé par la performance et notamment sur des mouvements de traction. En dehors de ça, s'il est plutôt obnubilé par l'hypertrophie et sa masse musculaire, il reste bien évidemment avantagé. Si en revanche il cherche à performer en traction, comme en street lifting ou en street workout, il peut être encore davantage désavantagé s'il a un numérus court et un avant-bras long. Simplement parce que son amplitude de tirage pour passer le menton au-dessus de la barre sera encore plus grande puisqu'il devra tirer plus loin vers le bas pour passer la grandeur de son avant-bras et passer ce fameux menton au-dessus de la barre. À partir de cette morphologie esthétique ultime peut découler toutes les morphologies moins désavantagées ou complètement désavantagées. Il suffit pour ça de supprimer un ou plusieurs des critères qui constituent cette morphologie ultime. Pour te donner un exemple, prenons la morpho qui ne serait pas gâtée par la nature. Cet individu aurait un tronc court, des clavicules courtes, un bassin large, des muscles courts, donc avec un grand dorsal court, des trapèzes courts. Il manquerait d'équilibre entre son épaisseur et sa largeur avec par exemple un trapèze supérieur vraiment développé, un grand dorsal et un grand rond absent, ce qui cacherait une grande partie de sa largeur, déjà pas large par la petitesse de ses clavicules. Pour avoir le combo ultime, on peut lui rajouter un numérus court et un avant-bras long, ce qui va en plus le désavantager mécaniquement sur les tractions par exemple. Pour terminer, on peut aussi parler de celui qui serait avantagé mécaniquement, donc pour les mouvements de performance de traction par exemple, et ce dernier aurait donc un tronc court, des clavicules courtes, la largeur de son bassin n'aura pas forcément d'incidence sur sa performance, mais disons qu'il a plutôt un bassin étroit, la longueur de ses muscles n'a pas aussi réellement d'incidence sur ses performances, il aurait un numérus moyen long et un avant-bras court, lui permettant d'être le plus avantagé mécaniquement et de passer ses tractions strictes, donc avec menton au-dessus de la barre, sans avoir besoin de parcourir de grandes amplitudes de mouvement. Ces trois profils sont là pour te donner un exemple, mais le plus important, c'est que tu arrives à identifier ta structure osseuse. Tu dois identifier 4 critères: la longueur de ton tronc, la largeur de tes clavicules, la largeur de ton bassin, et pour terminer, la longueur de ton numérus et la longueur de ton avant-bras. Avec ces 4 critères, tu sauras déjà si tu seras avantagé mécaniquement. Et tu pourras donc mieux choisir tes exercices et les angles de travail que tu devras privilégier. Cela te permettra également d'éviter certaines erreurs, en insistant par exemple sur des tractions amplitude complète format strict, si tu es complètement désavantagé et que tu as une énorme difficulté à passer ton menton au-dessus de la barre. La solution pourrait être de réduire un petit peu l'amplitude, en visant plutôt le bout du nez en fin de contraction plutôt que le menton. La théorie c'est bien, mais sans la pratique ça vaut rien. C'est-à-dire que si tu penses avoir une morphologie désavantageuse, teste. C'est-à-dire que tu peux pendant plusieurs semaines réaliser tes tractions en amplitude complète, et après ces plusieurs semaines de test, si tu te rends compte que tu es réellement désavantagé, voire même que ça te génère des tensions, dans ce cas-là, tu peux opter pour la solution que je t'ai proposée plus haut, c'est-à-dire arrêter de monter jusqu'au menton et aller chercher un bout du nez pour finir ton amplitude en contraction haute. Ensuite, pour choisir les bons exercices et savoir quel axe et quel mouvement tu vas devoir privilégier, il faut déjà avoir pris du muscle et avoir passé quelques temps à t'entraîner de manière globale. Mais disons que tu as déjà passé cette étape. Tu vas donc devoir t'intéresser à l'équilibre entre tes muscles. Tu feras donc attention à ces prochains critères: la longueur et le développement de ton grand dorsal et de ton grand rond, la longueur et le développement du trapèze supérieur, moyen et inférieur, le développement de tes rhomboïdes. Une fois que tu auras toutes ces informations, il te sera donc facile de choisir tes exercices correctement et d'entraîner ton dos, et le tien uniquement. La morpho-anatomie c'est cool, mais c'est sûrement pas un outil pour baisser les bras et se lamenter parce que tu serais désavantagé. On a tous nos points forts et nos faiblesses, et cette approche-là de la musculation a pour objectif de te donner plus d'outils pour mieux choisir tes exercices qui te permettront de progresser plus vite, plus longtemps et plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Tu as donc maintenant les outils pour savoir comment choisir tes exercices en fonction de ta morpho, et je vais maintenant te présenter les meilleurs exercices en fonction des axes de travail. Comme je te l'ai dit plus haut, le dos c'est compliqué. En effet, c'est un groupe musculaire qui est composé de plusieurs muscles qui ont des fonctions communes et qui peuvent se voler du travail à l'intérieur d'un même exercice. Pour sélectionner correctement mes exercices, je fais donc attention à plusieurs critères. En premier, l'angle de travail. Il va en exister 3 principaux qui vont se déterminer avec l'angle bras-tronc. En deuxième critère, on va retrouver l'ouverture du bras par rapport au tronc, donc ou proche du tronc ou ouvert, presque à 90 degrés d'abduction verticale de l'épaule. En troisième, on va retrouver la position de l'avant-bras, donc soit supination, soit prise neutre, soit prise pronation, ou des intermédiaires, semi-pronation, semi-supination. Par extension, le grip que je vais choisir, et puis enfin, la largeur que je peux sélectionner pour mes tirages, donc plutôt large, plutôt serré. En quatrième, on va retrouver mes repères d'amplitude et donc les standards d'une répétition. Par exemple, pour une traction, supination, ça peut être bras détendu au départ, menton au-dessus de la barre à la fin. En cinquième position, on va retrouver ce sur
sur quoi je veux accentuer le travail, soit mon grand dorsal, mon grand rond, mon trapèze ou mes rhomboïdes. En 6e position, ça va être l'intérêt biomécanique de l'exercice. Est-ce qu'il est réellement intéressant? Est-ce qu'il comporte suffisamment d'avantages pour tous les critères du dessus? Et pour terminer, le 7e critère, ça va être la possibilité de surcharger au long terme et progressivement. Si tu choisis une machine où tu peux plus monter en charge parce que tu es déjà au plus lourd des stacks, bah tu seras coincé et tu pourras donc plus progresser. Pour le dos et le choix des exercices, ce qui va être déterminant, c'est en fait l'équilibre entre les différents groupes musculaires qui le composent. Par exemple, si tu as un grand dorsal et un grand rond dominant et des trapèzes et des rhomboïdes sous-développés, je vais te conseiller de faire beaucoup d'exercices à l'horizontale ou semi-horizontale comme des rowing ou des tirages à l'horizontale avec un bon mouvement d'adduction-abduction de la scapula pour engager un peu plus tes trapèzes et tes rhomboïdes. Je te conseille également de ne pas garder l'humérus trop proche de ton tronc. Dans cet axe-là, tu privilégies les fibres de ton grand dorsal. Essaye donc de conserver les coudes assez ouverts pour privilégier les trapèzes et les rhomboïdes. Pour éviter de partir dans tous les sens, je vais te présenter les meilleurs exercices dos et comment privilégier tel ou tel muscle à l'intérieur de ces exercices. On commence avec les tirages verticaux avec un angle bras-tronc compris entre 120 et 180 degrés. Et on attaque ce top avec l'exercice de la masse, les tractions supination ou les tractions neutres. C'est en effet l'exercice où tu devrais pouvoir déplacer les plus grandes charges et donc maximiser ton stress mécanique. Sur les différentes vidéos que tu vas voir, j'utilise entre 40 et 60 kg plus mes 86 kg de poids de corps. Autrement dit, je tire jusqu'à 146 kg, voire même 151 kg avec mon 1RM à 65 kg, que tu verras sûrement à la fin de la vidéo. Tu comprends donc l'intérêt de la traction une fois que tu la maîtrises et que tu as la ceinture, le bon diamètre et la bonne hauteur de barre et la magnésie, tu pourras progresser à l'infini. Tu peux utiliser une machine à poulie de tirage vertical qui facilitera l'exercice de par la stabilité qu'elle offre. En revanche, en fonction des machines, la pile de poids peut être très limitée, le réglage en hauteur des boudins inutile et t'empêchant de te bloquer correctement. Ces deux exercices vont te permettre de mettre l'accent sur la partie iliaque du grand dorsal. Ce sont les faisceaux les plus verticaux du grand dorsal, en prise supination ou neutre parce que ces prises permettent d'avoir l'humérus très proche du tronc et donc de rester le plus possible dans l'axe des fibres du grand dorsal. Si tu veux engager plus de fixateurs de la scapula, tu vas devoir exagérer l'abaissement et l'adduction de cette dernière pendant le mouvement. Les deux exercices se valent même si le tirage sur machine permet d'être plus stable et donc plus fort. Mais les poulies en salle manquent très souvent de poids, c'est pourquoi je privilégie la traction qui permet une surcharge progressive infinie avec une ceinture de lest. Petit détail technique sur les tirages à poulie. Contracte tes abdos et rétroverse ton bassin pour éviter d'avoir des mouvements involontaires de flexion et d'extension thoracique et ou lombaire. Cherche également à ramener le coude vers ta hanche et non vers l'arrière. Pour terminer, si tu es dominant biceps, je te conseille ces trois choses. Premièrement, évite la prise supination ou neutre qui engage un petit peu plus le biceps et le brachial que sur du tirage en prise pronation. Deuxièmement, essaye sur tes tirages de limiter au maximum la flexion du coude en évitant de dépasser 90 degrés de flexion sur l'articulation et concentre-toi surtout à tirer ton coude vers ta hanche. Troisièmement, utilise des sangles de tirage pour désengager ta poigne et par extension un peu de ton biceps. Pour finir, je te présente un petit setup facile si tu n'as pas à disposition de barres prises neutres comme les prises mag par exemple ou prime qui sont encore mieux puisqu'elles sont réglables. Au niveau de la position de l'avant-bras, tu peux les mettre en semi-pronation, en prise pronation, en prise neutre, en prise supination ou semi-supination. Ici, c'est le setup du pauvre, il te suffit pour ça d'avoir deux poignets et une barre droite. Tu peux ensuite positionner tes poignets à l'écartement qui te convient et de cette manière, tu as une position de l'avant-bras. Niveau stabilité, c'est pas optimal, mais si t'es vite gêné en prise supination ou en prise pronation au niveau du poignet, et ben tu as cette solution pour faire tes tirages et ne plus être dérangé par ton avant-bras. On va ensuite retrouver les tirages horizontaux avec un angle humérus-tronc plus ou moins proche des 90 degrés. Le rowing horizontal hammer-strange en unilatéral. C'est une très bonne machine pour accentuer le travail du grand dorsal, surtout en zone lombaire, du fait de la prise en unilatéral qui autorise plus d'extension d'épaule et donc plus de contraction du grand dorsal. On peut bien se stabiliser et bien bourriner dessus sans trop compenser. On peut monter lourd car les épis sont longs et le siège se règle vraiment en hauteur pour s'adapter à toutes les tailles. Personnellement, je ne me sers pas du siège, je préfère rester fort sur mes pieds, je trouve plus de stabilité comme ça. La courbe de résistance de la machine pourrait être un petit peu plus travaillée. Je trouve le début du mouvement plutôt facile et la fin du mouvement vraiment difficile. Cela s'explique simplement parce que plus on va tirer la charge, plus le poids va être loin de l'axe de rotation. Une alternative pourrait être le rowing bûcheron qui amène le même axe de travail mais avec une notion d'instabilité supplémentaire. Sur des charges très lourdes, le poids a vite tendance à t'entraîner vers le côté du poids en faisant tourner ton tronc. Mais si tu veux travailler ton gainage sur de l'anti-rotation, ça peut être très cool. Pour ce qui est de la courbe de résistance du rowing bûcheron, on se rapproche de celle de la machine hammer strange. En effet, au début du mouvement, tu n'auras presque pas de tension ou une tension nulle puisque tu es face à la gravité avec ton bras. À la fin du mouvement, ton humérus est perpendiculaire à la gravité, c'est donc là que tu auras le plus de tension et le plus de contrainte sur le mouvement. Voici le rowing horizontal unilatéral avec appui sur banc. Oui, le nom des exercices de plus en plus long. Ce setup est facilement reproductible
multiples dans toutes les salles. Tu as juste besoin d'une poulie réglable en hauteur, d'un banc et d'une poignée. L'idée c'est de reproduire l'angle de tirage de la machine Hammer présenté plus haut ou du rowing bûcheron. Le plus par rapport au rowing bûcheron, c'est que tu seras plus stable et la montée en charge pourra être plus progressive. Le moins par rapport à la Hammer, c'est la courbe de résistance qui de nouveau est nulle quand le bras est tendu au démarrage, même si sur la Hammer la tension est faible, au démarrage elle est quand même présente. Si tu es fort et puissant, je te conseille de trouver un système pour bloquer le banc et éviter qu'il avance répétition par répétition. Je te présente maintenant un banc qui n'existe pas ou presque pas dans les salles de sport en France. C'est le rowing planche. Ah là là, quel gâchis. Personnellement, je l'ai acheté pour mon home gym parce que c'est un des meilleurs exercices d'eau et un investissement pas cher en comparaison d'une machine de tirage horizontale. Cet exercice est vraiment génial, on est vraiment stable dessus, on a un repère d'amplitude en touchant le banc avec la barre et ça fait partie des exercices bêtes et méchants que j'adore. En gros, tu tires jusqu'à taper dans ton banc. Néanmoins, il ne permet pas une aussi grande amplitude de tirage que sur la machine Hammer ou le rowing bûcheron du fait de l'impossibilité de réaliser de l'unilatéral correctement. Si tu essayes de prendre une haltère que d'un seul côté, tu verras bien vite que tu vas tomber du côté de l'haltère si tu cherches à monter en charge un peu trop lourd. Il permet donc un peu moins de contraction, mais est en revanche l'exercice offrant le plus de stabilité et empêchant le plus la triche. Je dirais que c'est un essentiel à avoir dans son home gym à petit budget. Mon banc de rowing, je l'ai acheté neuf pour 380 €. Pour te donner une idée, la machine Hammer Strength de rowing coûte aux alentours des 2300 €. Malheureusement, comme tu ne retrouveras pas ce banc dans ta salle de sport, je vais te proposer une alternative. Il en existe deux, et celle que je vais te présenter, c'est celle que tu es le plus susceptible de pouvoir réaliser dans ta salle. Je l'ai appelé le rowing planche à la poulie basse sur banc incliné à 45 degrés. Tu as donc besoin d'un banc qui s'incline, d'une poulie basse, d'haltères pour bloquer ton banc et idéalement d'une barre mag ou au moins une barre avec des poignées déportées te permettant de gagner en amplitude et de taper ton banc plus tard. Les deux problèmes de ce setup sont les suivants. Si tu ne bloques pas correctement ton banc avec des poids, le banc va avancer au fur et à mesure où tu vas réaliser tes répétitions. Je te conseille de venir positionner deux grosses haltères au bout du banc pour éviter que cela ne t'arrive. L'autre problème qui peut se poser, c'est le manque de poids sur ta poulie. Pour cela, il te suffit de rajouter des haltères ou des disques sur ta poulie, si toutefois on ne te l'interdit pas dans ta salle de sport. L'autre setup, je ne te l'ai pas présenté, mais en gros, il te faut deux box en bois, d'une hauteur d'au moins 40 cm, en bois ou en mousse, un banc, mais un banc plat, sans système d'inclinaison parce que sinon tu ne pourras pas avoir suffisamment d'amplitude pour ton rowing planche. Et ensuite, tu viens positionner ton banc sur tes box et tu récupères une barre olympique et tu pourras faire ton rowing planche comme ça. Je ne l'ai pas présenté parce que dans des salles commerciales, il va être très compliqué de mettre ce setup en place. Peu importe l'horaire à laquelle tu iras, il te manquera toujours un des outils pour mettre le setup en place. Il faut en plus beaucoup de place pour pouvoir le réaliser. Et pour finir, le bruit que va faire le contact de la barre sur l'acier du banc peut encore une fois être une raison pour que les gérants de ta salle t'empêchent de le réaliser. Et on termine avec les tirages semi-horizontaux avec cette fois-ci un angle humérus-tronc proche des 60 degrés. Et on retrouve donc la machine Lorow Isolateral Hammer Strength. Sur cette machine, l'accent va être mis sur les rhomboïdes, le trapèze moyen et le trapèze supérieur, et sur la partie thoracique du grand dorsal. En effet, la position qu'impose la machine va limiter la flexion-extension de l'épaule avec un trajet court, donc une plus faible intervention du grand dorsal, surtout à l'étirement. En revanche, l'adduction et l'élévation de la scapula va être dominante et je te conseille d'utiliser cette machine dans ce but, en exagérant ce paramètre si bien sûr tu n'as pas le trapèze supérieur et moyen et les rhomboïdes surdéveloppés. Si tu n'as pas accès à cette machine, tu as peut-être la même de marque Technogym. Si tu as ni l'une ni l'autre, pas de panique, tu peux toujours utiliser des haltères, un banc incliné entre 30 degrés et 45 degrés. L'inclinaison la plus haute accentuera le travail du trapèze supérieur et des rhomboïdes, et un banc moins incliné ramènera l'angle bras-tronc plus proche des 90 degrés, augmentant le recrutement du grand dorsal. Pour accentuer le travail du trapèze et des rhomboïdes, tu peux encore écarter les coudes du banc, ou si tu veux recruter plus grandement ton grand dorsal, rapproche le coude du banc. Encore une fois, tu choisis la variante en fonction de tes points forts ou points faibles si tu en as. Et le dernier exercice de ce top, le rack pull très lourd à la barre. L'idée ici, ça va être de surcharger tes trapèzes supérieurs pour leur amener un énorme stress d'étirement. L'exercice peut également être très intéressant pour améliorer ta poigne. Passer une certaine charge, bien entendu, tu seras obligé d'utiliser des sangles de tirage. Il n'y a pas grand chose à expliquer niveau technique. Fais très attention à te verrouiller, à avoir une sangle abdominale bien contractée et à te pressuriser pour ne pas te faire écraser par la charge. Ici, il est assez facile de faire des séries de 10-15 répétitions à 180, 200, voire 250 kg sans problème si tu le bosses régulièrement. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment encore une fois d'amener un stress à l'étirement et à la contraction en isométrique de tes trapèzes. Si je devais conserver un seul exercice pour optimiser le travail de mes trapèzes supérieurs, ce serait celui-ci. Comme je te l'ai expliqué un petit peu plus haut, pour accentuer le travail de tes trapèzes et de tes rhomboïdes, il faut que tu aies un humérus placé à peu près 90 degrés d'abduction verticale. Dans cet axe-là, tu privilégieras
les fibres du trapèze et du rhomboïde. Et il te faudra bien évidemment privilégier les exercices de tirage horizontaux et semi-horizontaux. A l'inverse, si tu veux privilégier ton grand dorsal, je te conseille plutôt de garder un numérus proche du tronc et de travailler sur tous les angles en évitant d'avoir beaucoup de mouvements au niveau de l'adduction et de l'abduction de la scapula. Une dernière chose, n'oublie pas que tous les exercices que je t'ai présentés sont polyarticulaires et qu'on va pouvoir apporter une accentuation sur un muscle ou sur un autre. Mais en aucun cas supprimer la contraction en synergie des muscles qui permettent le mouvement en question. Tu as donc maintenant la liste des exercices qui va te permettre de correctement stimuler ton dos et je veux maintenant te donner une petite idée de comment programmer une séance cohérente pour entraîner ce groupe musculaire. Comme tu l'as compris plus haut, avant de créer un programme d'entraînement dédié à tes points faibles, il faut déjà avoir pris de la masse pour pouvoir les déceler. Je vais donc te proposer un entraînement sous forme de pool qui serait plutôt dédié à un débutant ou alors à une personne qui a un grand dorsal plutôt équilibré. Dans un second temps, je te proposerai un upper qui sera plutôt dédié à un profil avec un grand dorsal sous-développé. Attention, les deux séances n'ont pas de lien entre elles. Le premier exercice, donc la traction en prise neutre avec l'humérus proche du tronc et un angle bras-tronc compris entre 120 et 180 degrés à l'étirement, va permettre d'accentuer le travail sur la partie iliaque de ton grand dorsal, donc les fibres qui sont très verticales. En deuxième exercice, tu vas retrouver le rowing hammer stretch unilatéral à la machine avec un angle bras-tronc de 90 degrés à peu près, un bras proche du tronc et par contre un mouvement d'adduction de la scapula, donc à la contraction d'abduction à l'étirement, qui va permettre du coup de créer un mouvement assez général où tu vas avoir une stimulation importante de la partie lombaire du grand dorsal, des trapèzes et des rhomboïdes. Le dernier exercice, le rowing sur banc à 45 degrés aux haltères, qui nous permet d'obtenir un angle humérus-tronc d'environ 60 degrés, ce qui nous permet de mettre l'accent sur la partie thoracique du grand dorsal, mais cette fois-ci tu n'auras pas l'humérus proche du tronc, mais bien loin du tronc, ce qui va te permettre encore une fois d'accentuer le travail donc sur le trapèze et le rhomboïde. Je te conseille aussi, pour encore accentuer ce recrutement, d'exagérer la fixation et défixation de ta scapula, donc l'abduction et l'adduction. Ce style de séance permet un travail plutôt général du dos. Pour la séance de upper, les exercices que j'ai sélectionnés ont pour objectif d'accentuer le travail du grand dorsal sur un profil qui l'aurait bien évidemment en point faible. Chaque exercice va être réalisé dans l'objectif d'optimiser au mieux la trajectoire du mouvement, pour s'aligner avec le sens des fibres que l'on cherche à stimuler davantage. Sur tous les tirages, il faudra limiter le plus possible le mouvement de la scapula, en les maintenant abaissés et en limitant également les compensations d'extension ou de flexion vertébrale. Pour ça, il suffit que tu rétroverses ton bassin et que tu contractes tes abdominaux. Je te présente cette séance sur un format upper, mais tu peux complètement récupérer tous les exercices de tirage et les incorporer dans une séance de pull. Pour le tirage vertical en prise supination, je te conseille d'avoir un départ donc en étirement avec un angle bras-tronc de maximum 120 degrés pour obtenir un maximum de tension sur le grand dorsal et également éviter l'élévation de la scapula sur la fin des derniers degrés d'amplitude à l'étirement, ce qui t'obligerait sur la phase de contraction à réabaisser tes omoplates et donc à engager tes fixateurs de l'omoplate, tes abaisseurs de l'omoplate. Pour le tirage unilatéral à la poulie, je te conseille de te fixer le plus possible pour éviter tout mouvement et également de te désaxer légèrement pour être le plus possible aligné avec les fibres lombaires de ton grand dorsal. Je te conseille également, encore une fois, de limiter au maximum le mouvement sur ta scapula. Conserve-les abaissés pendant tout le mouvement et limite encore une fois l'adduction et l'abduction de tes omoplates. Pour le tirage semi-horizontal avec une trajectoire de bas en haut, je te conseille de ne pas chercher à avoir une amplitude trop importante. En effet, à vouloir tirer trop en arrière, tu auras tendance à créer du mouvement avec tes scapulas, donc sûrement en élévation et en adduction, ce qui engagerait ton trapèze supérieur et ton trapèze moyen. Toi, ce que tu cherches à faire encore une fois sur ce style de séance, c'est plutôt engager ton grand dorsal. Ce que tu dois visualiser, c'est plutôt de chercher à reculer ton coude, très proche de ton tronc, encore une fois, n'écarte pas ton bras, en limitant encore une fois le mouvement sur ta scapula. Ce que tu peux faire, c'est comme tu vas être légèrement en avant sur ce genre de machine, c'est conserver tes omoplates plus ou moins en abduction et abaisser et limiter ton amplitude de tirage. Pour terminer, ce que je peux te conseiller dans les formats d'entraînement et dans la programmation, c'est d'essayer de doubler ta fréquence d'entraînement sur un point faible, si c'est possible et que tu peux le caler dans ta semaine. Tu auras sûrement remarqué un faux raccord, effectivement, j'avais oublié de te parler d'un truc super important et entre-temps, je suis allé au coiffeur, c'est les bras en point fort. Effectivement, si tu as le biceps et le triceps, surtout sur la portion longue, en point fort, donc c'est-à-dire des muscles plutôt longs et puissants, eh ben il se pourrait qu'il pique une partie du travail des muscles de ton dos sur les exercices de tirage. En effet, la portion longue du triceps va être grandement activée sur les extensions d'épaule, donc elle peut voler une partie du travail du grand dorsal sur ces mouvements-là. Et le biceps est énormément activé sur les flexions du coude, donc sur tous les exercices de tirage également. Ce qui peut donc se passer, c'est qu'en réalisant des mouvements sans les adapter à ce problème, eh ben tu recrutes plus tes bras
que ton dos. Comment tu vas faire pour limiter ce phénomène? Je t'explique. Si jamais tu as un biceps dominant sur les mouvements de tirage, il va falloir que tu essaies de limiter au maximum la flexion de ton coude sur tes tirages. C'est-à-dire que tu maximises les mouvements d'extension d'épaule et que tu fasses attention à la flexion de ton coude. Si cette fois-ci c'est ton triceps portion longue qui prend trop de travail sur ton grand dorsal ou sur tes tirages, il faudra que tu fasses des tests pour essayer de voir à quel moment ton triceps est trop engagé dans les mouvements de tirage. Il y aura sûrement une modulation d'angle entre ton bras et ton tronc à trouver. Par exemple, je pense qu'il faudra que tu évites d'avoir le bras trop vertical par rapport à ton tronc, donc avec par exemple un mouvement de tirage vertical ou de traction où tu aurais les bras trop détendus. Et dans ce cas-là, ta portion longue du triceps pourrait être engagée énormément. Logiquement, sur les exercices de tirage horizontal avec un angle bras-tronc entre 90 et 60 degrés, ta portion longue du triceps devrait être moins engagée. Tout ça, c'est à tester sur le terrain et à adapter à ta morpho. Mais fais bien attention à ça, effectivement, des bras dominants peuvent prendre une grande partie du travail du dos sur des mouvements de tirage. Maintenant que tu as une petite idée de comment programmer tes entraînements et comment enchaîner tes exercices, on va maintenant discuter de ceux qui ne devraient pas forcément entraîner leur dos. Le dos est un groupe musculaire si vaste et étendu qu'on n'a jamais ce groupe musculaire développé sans vraiment le travailler. Je serais d'avis de dire qu'en fonction du développement des muscles qui le composent, il faudra accentuer le travail sur certaines parties et ralentir le travail sur d'autres. Mais en aucun cas, arrêter de l'entraîner. Il est en revanche tout à fait possible sur certains profils que le trapèze soit énormément développé et qu'il vienne à voler du travail au grand rond et au grand dorsal. Dans ce cas de figure précis, il faudra faire en sorte de limiter au maximum l'intervention de ce trapèze sur tous les exercices de tirage. Peu ce que je t'ai présenté au-dessus dans la séance type upper grand dorsal point faible. Sur un profil de streeteux, donc un pratiquant de street workout ou de street lifting, le volume énorme de tirage vertical, donc de traction par exemple, peut amener un développement assez déséquilibré du dos. Ce genre de profil peut présenter un développement important de la partie iliaque et lombaire et du grand rond et un sous-développement du trapèze, des rhomboïdes et de la partie thoracique du grand dorsal. Ce déséquilibre peut être compensé si le pratiquant réalise beaucoup de traction à l'horizontale. Attention tout de même au trapèze moyen et inférieur qui aurait tendance quand même à se sous-développer avec des exercices uniquement réalisés au poids de corps. L'autre problème qui peut se poser sur un pratiquant de street, c'est s'il décide de rajouter du volume en tirage avec charge. Vu tout le volume qu'il fera déjà avec sa discipline, il faudra qu'il fasse attention à ne pas tomber dans le surentraînement. Pour terminer, les profils qui devront faire attention à l'entraînement de leur dos, c'est ceux qui vont souffrir de pathologies inflammatoires ou de blessures. On va notamment retrouver la tendinite du grand dorsal, de l'épaule, du trapèze, comme une cervicalgie, du golf elbow, du tennis elbow, du triceps brachial en chef long. Tu devras en revanche comprendre ce qui crée cette inflammation, puis supprimer ce ou ces paramètres et renforcer la zone avec de la kiné par exemple avant la reprise de l'entraînement. Je ne te conseille pas forcément l'arrêt de l'entraînement, mais plutôt de supprimer le ou les exercices qui feraient t'entraîner au-delà d'un certain seuil tolérable de douleur. J'espère que tu ne rentres pas dans ces différentes catégories et que tu vas pouvoir t'entraîner sérieusement sur ton dos. Je vais donc maintenant te parler de l'importance de varier les plaisirs. Tu l'as compris maintenant si tu as déjà regardé mes différentes vidéos sur les muscles, j'ai une manière de programmer un petit peu particulière. Je parle de varier les plaisirs, mais il est en fait question de faire varier une variable de l'entraînement, notamment la charge, le volume d'entraînement, les tempos d'exécution ou encore les temps de récupération. Généralement, je commence toujours par des exercices polyarticulaires qui vont me permettre de maximiser mon stress mécanique, donc ma charge, sur des volumes de répétition assez courts, entre 5 et 6-7 répétitions maximum. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Avec des tempos assez explosifs. Le style d'effort le plus traumatisant et nécessitant le maximum d'énergie. La logique de la programmation suivra donc la logique de l'énergie. Les exercices les plus difficiles et traumatisants et les plus énergivores en premier, et au fur et à mesure que l'énergie va diminuer, les exercices seront de moins en moins traumatisants et difficiles. Cela permet d'utiliser correctement les différents stress qui vont pousser le corps à s'hypertrophier, notamment le stress mécanique et le stress métabolique. En gros, des efforts courts et intenses et des efforts moyennement longs à intensité moyenne. Je te conseille également d'éviter d'avoir des séries trop longues sur des exercices polyarticulaires où il est difficile de conserver une technique correcte. Par exemple, je te déconseille de faire des séries au-delà de 8-10 répétitions sur du deadlift ou sur du squat. Il est beaucoup trop facile de compenser. À l'inverse, sur des exercices monoarticulaires, je te conseille plutôt de chercher le haut volume, minimum 10 répétitions. Car il arrive après des gros exercices polyarticulaires où j'ai déjà cherché à maximiser mon stress mécanique, mon système nerveux est donc bien fatigué et je ne trouve pas que l'exercice monoarticulaire se prête bien à des séries lourdes et explosives. Tout simplement parce que le muscle peut être mis dans des contraintes qui peuvent le pousser à la blessure si les charges ne sont pas maîtrisées. Je pense notamment au curl incliné qui met le biceps dans une position d'étirement où il est préférable de mobiliser des charges assez légères sur des séries plutôt longues.
Pour conclure cette vidéo, je vais un petit peu te parler de mon dos. Et sur ce groupe musculaire, j'ai toujours eu un double objectif. Un objectif de performance et un objectif d'hypertrophie. Avoir un dos énorme et être fort aux tractions et au rowing planche. Ce double objectif n'est pas forcément contradictoire parce qu'avec une forme de traction stricte, on obtient un exercice redoutable qui va nous permettre de stimuler la quasi-totalité de notre dos. Idem avec le rowing planche. Crois-moi que quand tu cherches à passer ton menton au-dessus de la barre avec 40, 50 ou 60 kg entre les jambes en pesant 86 kg de poids de corps, Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. ton corps va devoir en contracter du muscle pour passer cette foutue barre. Cela constitue mon exercice de base par le stress mécanique qu'il me permet de générer. Pour moi, il est inégalable avec aucun autre exercice par la charge qu'il me permet de tracter et par l'amplitude qu'il m'impose. Pour le détail, on repassera bien sûr, mais c'est pas l'idée ici. Pour moi, la traction-supination et le rowing planche ou alors le tirage unilatéral avec adduction-abduction de l'omoplate peuvent suffire à constituer un dos complet. Alors oui, c'est sûr, il y a des muscles que tu devras isoler en plus qui seront forcément sous-stimulés sur ce genre d'exercice, puisque le corps va chercher à aller au plus efficace tout de suite. Ces exercices peuvent représenter quasiment 80% du volume total de l'entraînement de ton dos, tellement ils sont complets et complexes et permettent une stimulation générale de ce groupe musculaire. Depuis peu, la traction est relayée au rang des exercices secondaires par des pratiquants qui cherchent à optimiser le travail de leur grand dorsal. Mais je pense que c'est par faiblesse et ego et non pour une question d'optimisation, parce qu'une traction stricte est tout aussi intéressante qu'un tirage vertical strict. Pour appuyer ce que je te dis, il suffit de regarder le développement du dos des pratiquants de street lifting ou de street workout. Ils ont ce muscle pour la plupart beaucoup plus développé que la plupart des musculeux qui s'entraînent depuis des années. Autant je trouve mes pecs éclatés, autant je suis assez satisfait de mon dos. Et quand je compare les performances que j'ai sur les poussées horizontales ou poussées verticales et sur les tirages verticaux et tirages horizontaux, il y a un décalage forcément. Je pense que j'ai tout de suite mieux travaillé le groupe musculaire de mon dos en ayant des exercices qui étaient plus adaptés, peut-être par chance, malgré une morphologie pas forcément avantagée, puisqu'encore une fois j'ai un avant-bras qui est très long. J'ai tout de suite beaucoup fait de traction et de rowing en tout genre, ce qui m'a permis forcément d'avoir un développement de ce groupe musculaire assez rapide. Pour conclure cette vidéo, tu as maintenant tous les critères pour sélectionner ton tirage vertical, ton tirage horizontal et ton tirage semi-horizontal, et pour progresser dessus au long terme. Tu sais également adapter tes exercices en fonction de ce sur quoi tu dois accentuer le travail. Tu as donc toutes les clés en main pour faire des séances dos au top et avoir ton grand dorsal, tes trapèzes, tes rhomboïdes et ton grand rond équilibré, harmonieux et avoir un dos massif. Et oui, il n'y a toujours pas de secret, la progression au long terme en choisissant correctement tes exercices en fonction de ta morpho-anatomie reste la solution la plus efficace pour construire beaucoup de muscles. Comme tu peux l'imaginer, la création de ces vidéos me prenne énormément de temps. Si elles te plaisent, n'hésite pas à les liker, à les partager et à t'abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Si tu sais pas quoi me laisser en commentaire, tu peux me dire si tu es plutôt traction ou tirage vertical. Et si tu as des questions ou que tu veux me contacter, je t'ai laissé un petit questionnaire dans la description que tu peux remplir et j'y répondrai au plus vite. Bisous et à la prochaine!